Ce soir, à Kinshasa, les robinets sont encore muets dans les quartiers de Ngomba Kikusa et Salongo. Les femmes y portent des bidons sur la tête, comme si nous n'étions pas la capitale d'un pays qui abrite 52% des réserves d'eau douce du continent africain. Bonsoir et bienvenue sur Inside News RDC. Bienvenue à vous qui nous suivez depuis le Caire, Strasbourg et Moscou. Un salut fraternel à Richard Boilia. Bienvenue à chacun de nos compatriotes de la diaspora qui, ce dimanche soir, ouvre une nouvelle fenêtre sur notre pays. Ce soir, notre dossier touche au cœur de la souveraineté économique. Congo Airways, la compagnie nationale censée relier nos provinces, est en état de détresse avancée. Une mission d'enquête mixte a rendu un verdict accablant au président de la République. Et pendant que l'État inaugure une usine de traitement d'eau à Binza Ozone, des millions de Kinois continuent de payer 20 000 francs par jour pour acheter de l'eau de forage. À l'aéroport de Ndjili, ce dimanche même, 1,9 million de dollars interceptés dans des circonstances que le ministre de la Justice qualifie de gravissimes. Pendant ce temps, Delis Sesanga descend dans l'arène et avertit. Les élections de 2028 ne sont pas négociables. Restez avec nous. Ce vendredi 20 mars, lors du 83e Conseil des ministres, le président Félix Antoine Tshisekedi a reçu le rapport d'une mission d'enquête mixte composée de l'Inspection générale des finances, du Conseil supérieur du portefeuille et de l'Autorité de l'aviation civile, dépêchée auprès de Congo Airways en décembre 2025. Le chef de l'État a lui-même qualifié la situation de préoccupante. Sur le plan mondial, le transport aérien intérieur est le baromètre de l'intégration territoriale. Ethiopian Airlines, Kenya Airways et même Air Côte d'Ivoire ont su construire des modèles économiques viables. La RDC, deuxième plus grand pays d'Afrique par sa superficie, demeure prisonnière de l'absence d'un pavillon national opérationnel. Selon le compte-rendu officiel lu par Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, Congo Airways demeure confronté à de graves dysfonctionnements, compromettant toute relance efficace et durable. Le président Tshisekedi a instruit le vice-premier ministre en charge des transports, le ministre des Finances et la ministre du Portefeuille de produire un plan de relance actualisé, réaliste et rigoureusement encadré sur le plan financier. Les données compilées depuis septembre 2023 racontent une histoire différente de celle des annonces successives. En septembre 2023, un plan d'urgence de relance avait été financé sur instruction présidentielle. En juin 2024, ce même plan était encore évoqué en Conseil des ministres. Nous sommes en mars 2026 et une mission d'enquête constate que les dysfonctionnements persistent. Le rapport pointe une gouvernance défaillante, une gestion financière opaque, une absence de mécanismes de contrôle interne. Plus inquiétant encore, la flotte aérienne récemment acquise par la Caisse nationale de sécurité sociale est elle-même menacée, sans que les modalités d'acquisition et de capitalisation soient clairement établies. La société civile congolaise et les syndicats de l'aviation réclament depuis des mois un audit transparent. Le collectif des agents de Congo Airways avait d'ailleurs dénoncé les faits qui ont déclenché cette mission d'enquête. Leur voix mérite d'être entendue dans la suite de ce processus. Pour nous, compatriotes, cette situation signifie que le billet Kinshasa-Lubumbashi reste otage de compagnies étrangères dont les tarifs écrasent la dignité du portefeuille de nos familles. L'État actionnaire est exposé, selon les termes officiels, à des risques juridiques, financiers et réputationnels élevés. En clair, c'est l'argent du contribuable congolais qui vacille dans les comptes d'une entreprise dont personne ne répond des échecs. Combien de plans de relance avant que nos avions volent effectivement? La question ne porte plus sur la volonté politique affichée, elle porte sur l'exécution. Le transport aérien en RDC n'est pas un prestige réservé aux élites de la Gombe. C'est une nécessité vitale pour un pays où des provinces entières sont enclavées par des milliers de kilomètres de forêts et l'absence de routes bitumées. Quand un opérateur économique de Kisangani ne peut pas rejoindre Kinshasa sans passer par Addis Abeba, c'est la souveraineté territoriale elle-même qui se fissure. De la souveraineté dans les airs,
cap sur un dossier qui touche à la survie quotidienne de millions de Kinois, l'accès à l'eau potable. Ce 22 mars, Journée internationale de l'eau, Radio Okapi a sillonné Kinshasa. Le constat est sans appel. Dans les quartiers de Ngomba-Kikusa, commune de Ngaliema, et de Salongo, commune de Lemba, les habitants vivent une pénurie chronique. Des femmes dépensent 20 000 francs congolais par jour pour se procurer de l'eau de forage. Des jeunes filles et garçons parcourent de longues distances, bidons en main, pour chercher cette denrée que notre pays possède en abondance. Ce constat résonne d'autant plus fort que le mercredi 18 mars, 4 jours avant cette journée, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Aimé Sakombi, inaugurait les modules 2 et 3 du complexe industriel de traitement d'eau de la Régie des eaux à Binza Ozone, dans la commune de Ngaliema. D'une capacité totale de 330 000 m3 par jour, cette infrastructure financée à hauteur de 500 millions de dollars par la Banque mondiale devait, selon les discours officiels, alimenter plus de 6 millions d'habitants supplémentaires. Le relevé factuel est plus sévère que le communiqué. Au quartier Ngomba-Kikusa, situé dans la même commune de Ngaliema que l'usine inaugurée, une habitante témoigne. L'eau de la Régie des eaux coule après 6 mois ou 7 mois. À Salongo, un habitant interpelle le gouvernement. Nous sommes dans la capitale. Ils peuvent tout faire pour résoudre ces problèmes parce que c'est une souffrance de tous les jours. Nous manquons non seulement l'électricité, nous manquons aussi l'eau. Le docteur Albert Zefak, représentant du groupe de la Banque mondiale en RDC, a lui-même souligné que le projet Kinelenda, lancé en septembre 2021, court jusqu'en juillet 2026 et vise l'augmentation de la capacité de production, l'amélioration de la continuité du service et la réduction de la vulnérabilité des quartiers. Selon le Comité national d'action de l'eau, notre pays dispose de 52% des réserves d'eau douce du continent africain. Réaction. Le ministre d'État en charge du plan, Dylan Miembo, annonce que le gouvernement ambitionne d'offrir l'accès à l'eau potable à 12 millions de personnes supplémentaires. Ambition saluée. Mais pour la mère de famille de Ngomba-Kikusa, qui aligne 20 000 francs par jour, l'urgence n'est pas dans les prochaines annonces. Elle est dans le robinet qui coule ce soir. Comment inaugure-t-on une usine de 330 000 m3 par jour dans une commune et laisse-t-on la même commune sans eau courante? La réponse tient dans un mot, le réseau de distribution. Produire l'eau ne suffit pas si les canalisations ne la transportent pas jusqu'au foyer. L'indépendance de nos assiettes commence par l'indépendance de nos robinets. Et cette indépendance, elle ne se mesure pas aux cérémonies d'inauguration. Elle se mesure en litres d'eau qui coulent dans les maisons de nos compatriotes. Ce dimanche, une autre affaire a secoué Kinshasa. Cette fois, à l'aéroport international de Njili. Ce dimanche 22 mars, les services opérant à l'aéroport international de Njili ont intercepté environ 1 900 000 $ américains. Le ministère d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa, a immédiatement ordonné la saisie intégrale de ces fonds et leur mise sous scellé. À l'échelle internationale, la lutte contre le blanchiment de capitaux est devenue un marqueur de crédibilité pour les États. La RDC, qui vise actuellement la sortie de la liste grise du GAFI après avoir exécuté près de 90% du plan d'action, ne saurait laisser un tel incident sans suite judiciaire exemplaire. Dans sa correspondance adressée au procureur général près la Cour de cassation, le ministre Guillaume Ngefa déclare avoir été informé avec la plus grande gravité de l'interception de ces fonds. Il évoque des intentions de manipulation irrégulière, voire de partage de ces fonds, en violation manifeste des lois de la République. Ce que les archives confirment nuance profondément le tableau des saisies en RDC. L'article 25 de la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévoit que les fonds saisis soient impérativement consignés à la Banque centrale du Congo et que les procès-verbaux de saisie soient transmis sans délai à la CNRF. Le ministre Ngefa insiste sur ce point. Il est strictement interdit à tout agent ou responsable, à quelque niveau que ce soit, de manipuler, distraire ou disposer de ces fonds en dehors du cadre légal.
Cette précision suggère que le risque de détournement ne vient pas seulement de l'extérieur. Il vient aussi de l'intérieur des services chargés d'appliquer la loi. Le réseau d'information fiscale et la société civile spécialisée dans la gouvernance financière attendent de cette affaire qu'elle ne connaisse pas le sort de dossiers antérieurs, enterrés dans le silence administratif. Le ministre lui-même qualifie l'affaire de haute sensibilité pour l'ordre public et la crédibilité des institutions. Pour nous, citoyens congolais, 1,9 million de dollars représente l'équivalent de plusieurs mois de salaire de centaines de fonctionnaires. La question n'est pas seulement de savoir d'où vient cet argent, elle est de savoir où il allait et qui avait prévu de le faire disparaître. Le ministre de la Justice exige une enquête approfondie pour déterminer l'origine des fonds, qualifier juridiquement les faits et identifier l'ensemble des responsabilités pénales éventuelles. Si cette affaire est traitée avec la rigueur annoncée, elle deviendra un signal fort. Si elle s'enlise, elle confirmera une mécanique que nos concitoyens connaissent. L'impunité protège les gros billets, pas les petits porteurs. Ce qui se joue à Njili ce soir, c'est la crédibilité de notre système judiciaire tout entier. Au siège de son parti en vol, avenue Enseignement à Kinshasa, l'opposant Deli Sesanga a lancé ce samedi 21 mars un avertissement sans ambiguïté au pouvoir en place. Il exige le respect du calendrier constitutionnel et la tenue des élections de 2028 dans les délais prévus. Le pouvoir sait qu'il ne lui reste que 946 jours d'exercice avant la fin définitive du second et dernier mandat de Félix Tshisekedi, a-t-il déclaré. Sesanga accuse le régime d'instrumentaliser la guerre à l'Est pour éviter des comptes et retarder le processus électoral. Il a rappelé que la feuille de route de la CENI, publiée le 4 avril 2025, prévoit la révision du fichier électoral en 2026 et 2027. Des opérations qui accusent déjà des retards. En invoquant la mémoire de Thérèse Kapangala, Rossi Mukendi, Hussein Gandou et Luc Nkolula, tombés lors du combat pour l'alternance de 2018, Sesanga a rappelé que le droit de vote n'est ni un cadeau ni une faveur. Il a annoncé une campagne de sensibilisation suivie d'actions de terrain contre tout projet de modification constitutionnelle. Le calendrier républicain est-il encore un engagement sacré pour ceux qui gouvernent, ou est-il devenu une variable d'ajustement? Le Centre de recherche en finances publiques et développement local a publié ce 18 mars le numéro 3 de son baromètre financier. Les constats sont accablants. Les prévisions de dépenses de rémunération pour 2026 atteignent 5,4 milliards de dollars pour 1,5 million d'agents publics, soit 39,19% des recettes internes attendues, alors que l'engagement pris avec le FMI fixe le plafond à 35%. Sur 5 ans, les dépenses de personnel ont totalisé 18,91 milliards de dollars contre 43,56 milliards de recettes internes mobilisées, soit 43,42%. Le CREFDL relève aussi un dépassement chronique des prévisions budgétaires. Entre 2021 et 2025, sur 16 milliards de dollars prévus, les dépenses effectives ont atteint 18 milliards, un excédent de 1,96 milliard. La loi de finances 2026 prévoit 26 000 nouveaux emplois sans aucune sortie à la retraite programmée. Une masse salariale qui déborde, des retraités sans indemnité, un fichier de paye truffé de doublons et d'agents fictifs, la pression sur le budget de l'État finit toujours par retomber sur la santé financière des foyers congolais. Sur les marchés internationaux, le cobalt congolais fait trembler les traders. Le prix de la tonne a bondi de 240% depuis début 2025, passant de 21 500 $ à plus de 56 000 $ en 2026, des niveaux inédits depuis juillet 2022. Ce renversement spectaculaire est directement lié à la décision de Kinshasa d'imposer d'abord un embargo sur les exportations en février 2025, puis un système de quotas stricts via l'ARECOMS. Macquarie Group, la banque australienne, a classé le cobalt parmi ses 3 matières premières les plus stratégiques pour le semestre en cours.
la demande mondiale reste tirée par les batteries de véhicules électriques, les moteurs d'avion et les technologies portables. L'analyste Benchmark Mineral Intelligence prévient. Si les quotas sont maintenus, le marché sera en rupture de stock avant la mi-2026. Notre pays contrôle environ 70% de l'offre mondiale de cobalt. Cette arme stratégique redéfinit les rapports de force avec la Chine, premier acheteur, et les États-Unis, qui misent sur le corridor de Lobito pour sécuriser un approvisionnement hors de Pékin. Mais pour le citoyen congolais, une question reste en suspens. Les revenus générés par cette flambée des prix se traduisent-ils en investissement dans nos provinces minières ou disparaissent-ils dans les circuits opaques que la Cour des comptes dénonce? Avant de clore cette édition, le pays tout entier nous envoie des signaux qu'il serait irresponsable d'ignorer. Voici ce qu'il faut retenir. Au Conseil des ministres de ce vendredi, le président de la République a instruit 5 ministres d'accélérer l'évaluation du coût global de fonctionnement de nos missions diplomatiques. Le mécanisme retenu est une syndication de banques commerciales pour financer le paiement des loyers, des salaires et des fournisseurs de nos ambassades. Que le fonctionnement courant de la diplomatie congolaise nécessite un montage bancaire privé en dit long sur l'état de nos finances souveraines. Nos compatriotes de la diaspora, premiers témoins de la décrépitude de certaines chancelleries, attendent des chiffres. Aucun n'a été communiqué. Toujours au Conseil des ministres, la Cour des comptes alerte sur la gestion de la dotation de 0,3% du chiffre d'affaires des entreprises minières, destinée au développement communautaire. Les missions d'audit documentent des insuffisances en matière de gouvernance, de passation de marché et de conformité. La Première ministre a accordé 30 jours pour des recommandations. 0,3% du chiffre d'affaires minier congolais, dans un contexte où le cobalt atteint des sommets historiques, représente des sommes considérables. Combien connectés? Combien effectivement investis? Silence. Kinshasa accueillera du 1er au 3 avril la 17e édition de l'Africa Banking Forum au fleuve Congo Hotel. Banques, régulateurs, fintech et investisseurs se retrouveront autour du thème « La banque en quête de renouveau ». Hassan M. Alaoui, président de One Africa Forums, a déclaré que l'avenir du secteur bancaire africain se construira à la croisée de la confiance et de la régulation. Le choix de Kinshasa confirme la place croissante de la RDC dans la dynamique financière régionale. Du côté du sport, nos léopards dames de basketball sur fauteuil roulant ont remporté la CAN U25 en dominant le Kenya 60-24 ce vendredi 20 mars au gymnase jumelé du Stade des Martyrs. Premier titre continental dans cette catégorie. Qualification acquise pour le championnat du monde de février 2027 au Brésil. Fierté nationale. Au sud Ubangi, les cadres et militants de l'Union sacrée de la nation ont retiré leur confiance au gouverneur Michel Mobonga Lobo, déjà suspendu par le vice-premier ministre de l'Intérieur. Les griefs sont lourds. Gestion financière opaque, refus du contrôle budgétaire, rupture de collaboration avec l'Assemblée provinciale. Le Conseil provincial demande au procureur général près la Cour de cassation de diligenter l'action judiciaire. Le naufrage survenu le 18 mars au large de Mitsamiouli, aux Comores, a coûté la vie à 18 personnes, dont 16 Congolais et 2 Burundais. La première ministre Judith Souminois a été saisie du dossier. L'embarcation transportait 46 migrants irréguliers, dont 30 Congolais. Le gouvernement a instruit la Direction générale de migration de sensibiliser nos compatriotes au risque des voyages clandestins vers l'Occident. Au Kwilu, la 13e session de la conférence des gouverneurs s'ouvre ce mardi 24 mars et se clôturera le 28 mars à Bandundu. Le gouverneur Philippe Akamituna confirme que le train a quitté la gare. Les gouverneurs déjà arrivés disent être impressionnés par les préparatifs. Martin Isipia, gouverneur intérimaire du Sankuru, portera les problèmes de sa province. Le Grand Bandundu réclame un balayage de reconstruction. À la veille de la session de mars, dans les assemblées provinciales, le vice-premier ministre Jacquemain Chabani a rappelé la suspension des motions et pétitions décidées sur instruction présidentielle. L'objectif affiché
est de préserver la stabilité provinciale dans le contexte de l'agression rwandaise via l'AFC M23. La Cour constitutionnelle a par ailleurs réhabilité le vice-gouverneur de la Mongala, dont la déchéance avait été déclarée inconstitutionnelle. Le docteur Jeff Ntalaja, coordonnateur de l'hôpital du Cinquantenaire, a révélé lors de la première journée nationale de mutualisation des hyperspécialités que l'État congolais dépense environ 160 millions de dollars par an pour des soins à l'extérieur. Le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, appelle à constituer des pôles prioritaires mobiles de spécialistes. La couverture santé universelle bénéficie d'un financement estimé à 1,2 milliard de dollars, combinant 999 millions d'un partenariat avec Washington et 300 millions d'une taxe de 2% sur les importations. À Kananga, 295 officiers subalternes de la 37e session de l'Académie militaire ont prêté serment ce samedi. Le ministre d'État à la Défense, Guy Kabombo, représentant le chef de l'État, leur a rappelé qu'ils devaient incarner le visage rassurant de la défense partout, surtout dans les endroits où l'autorité semble méconnue. Au Sénat, la pétition visant Modeste Bahati Lukwebo détaillait des griefs précis: insuffisance d'initiatives en matière de contrôle parlementaire, opacité dans les relations avec la Cour des comptes et le Conseil économique et social, et atteinte à la crédibilité institutionnelle du Sénat. La procédure n'a pas été menée à son terme. Bahati Lukwebo a démissionné de son poste de deuxième vice-président avant le vote. La MONUSCO a mis à disposition 8 camions et des engins lourds pour accélérer l'extension de la piste de l'aéroport de Mavivi à Beni, seule porte d'entrée aérienne au Nord Kivu depuis l'occupation de Goma par l'AFC M23. L'objectif, une piste de 3300 mètres et une nouvelle aérogare. Le ministre délégué à la Défense, Eliezer Ntambwe, a échangé à Kinshasa avec le conseiller politique de l'ambassade américaine, Kashayar Gashgai, sur les modalités de soutien au processus de désarmement, démobilisation et réinsertion. Washington réaffirme son appui. Une rencontre avec l'ambassadrice Lucy Tamlin est annoncée. Le 3e forum économique RDC-Angola se tiendra du 31 mars au 3 avril. Placé sous le patronage des présidents Tshisekedi et João Lourenço. Thème central, l'intégration sous-régionale et le développement du commerce transfrontalier. Le vice-premier ministre Daniel Mukoko Samba a préconisé une synergie interministérielle renforcée pour garantir les intérêts stratégiques de notre pays. Résumons l'essentiel de cette soirée. Congo Airways reste cloué au sol. 3 années de plan de relance n'ont rien corrigé. Et le président exige un cadre rigoureusement encadré. À Kinshasa, une usine de 330 000 m3 d'eau inaugurée mercredi coexiste avec des quartiers entiers sans eau courante. À Njili, 1,9 million de dollars interceptés ce dimanche pose la question de la crédibilité de notre justice. Et à Washington, Kinshasa et Kigali signent de nouveaux engagements, tandis que Mambasa enterre ses morts. Patrice Lumumba disait: l'histoire dira un jour son mot. Ce sera celle qu'on enseignera dans les pays affranchis du colonialisme. L'histoire que nous écrivons dépend des comptes que nous exigeons et du refus de nous contenter des promesses sans résultat. Dès demain lundi, notre chef Serena reprend les rênes du journal après des semaines d'absence. Je lui confie le flambeau avec confiance pour ouvrir cette nouvelle semaine sur Inside News RDC. Pour approfondir, retrouvez nos dossiers, le théâtre des grands projets et le système bancaire en RDC sur la chaîne YouTube d'Inside News RDC. 2 analyses qui éclairent directement la gouvernance et les mécanismes financiers abordés ce soir. Que le Tout-Puissant veille sur chaque foyer congolais. Bonne fin de week-end à toutes et à tous. C'était Ilunga pour Inside News RDC. Les faits d'abord, toujours.